Bonjour à tous, nous allons faire une séance sur les intégrales et apprendre à utiliser la méthode d'intégration. Ce chapitre est un chapitre de maths qui se situe au niveau terminal en France en 2018. Il nécessite d'avoir compris le chapitre sur les primitives et de savoir particulièrement calculer une primitive. Je vais commencer par donner un exemple pour montrer que la méthode de calcul en soi n'est pas compliquée. Je vais vous montrer comment on calcule cette intégrale sans d'abord vous expliquer d'où vient le signe, d'où vient le 1, d'où vient le 2, d'où vient le point, d'où vient le dx et d'où vient le x2. Je vais juste vous montrer que si on vous demande de calculer ça, qu'on appelle une intégrale, vous avez peu d'étapes à faire. D'abord, vous cherchez la primitive de la fonction qui est là. C'est ça la difficulté, celui qui est écrit là. La primitive de x2, c'est x3 sur 3. Ensuite, vous allez remplacer x par 2 et calculer combien ça fait. Le 2 venant de là, vous remplacez le x de votre primitive par le 2 qui est là. 2 au cube sur 3, ça fait 8 tiers. Ensuite, vous allez faire pareil, mais en remplaçant par le 1 cette fois. 1 au cube sur 3, ça fait 1 tiers. Ensuite, il reste juste à soustraire 8 tiers et 1 tiers, et c'est fini. Et donc, l'intégrale de 1 à 2 de x au carré dx vaut 7 tiers. Ça, c'est pour vous montrer que le calcul est simple. Ensuite, je vais expliquer d'où viennent les signes, et ça, c'est plus compliqué. Mais le calcul en soi nécessite surtout de trouver une primitive. Après, le reste, c'est facile. On reviendra dessus dans les exemples de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on fait des intégrales? Parce que notre but est de trouver des aires, l'aire de surface. Vous avez déjà vu comment calculer l'aire de certaines surfaces, comme par exemple le rectangle. Si un rectangle a pour longueur 5 et pour largeur 3, vous faites 5 fois 3 et vous trouvez son aire facilement grâce à une simple multiplication. C'est cette formule-là qu'on va utiliser dans la suite. Vous avez une formule pour calculer l'aire d'un carré, côté fois côté. Vous avez une formule pour calculer l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2, qu'on n'utilisera pas, on utilisera uniquement celle-là. C'est pour vous montrer où on va. Ensuite, si vous cherchez l'aire d'un polygone plus compliqué comme celui-là, la méthode, c'est de le couper en triangle, puis d'utiliser cette méthode-là. Par exemple, comme ça. Je l'ai coupé en triangle. Chaque triangle, je peux calculer son aire grâce à la formule du triangle. J'ajoute toutes les aires et j'ai fini. Ça veut dire que toutes les figures qui sont composées de traits droits, pour calculer leur aire, c'est fini. On a une méthode. On peut trouver peut-être mieux, mais en tout cas, on en a au moins une. Si vous prenez un cercle, pour ce qui n'est pas droit, pour les courbes, on a aussi une méthode pi fois rayon au carré. On a aussi des méthodes pour certaines courbes particulières, comme par exemple les ellipses. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à trouver l'aire d'une figure quelconque. Ici, la seule figure dont on aura besoin, c'est celle-là. Donc je suppose que vous la connaissez. Et on va essayer de trouver plutôt l'aire d'une figure plus compliquée, avec plus de courbes. Par exemple, quelque chose comme ça. Comment faire pour trouver l'aire de cette figure, sachant qu'aucune des formules précédentes ne peut fonctionner? Voilà l'idée. On va couper en bandes, comme ça. Et on va se dire que maintenant, il s'agit de calculer l'aire de chacun des morceaux. Ce morceau et ce morceau-là, par exemple, c'est des rectangles. Donc si on a les dimensions, si on connaît longueur et largeur, on peut le faire. Ensuite, les autres morceaux, on peut considérer qu'ils ressemblent un petit peu tous à celui qui est là. C'est-à-dire qu'il y a un trait droit, un autre trait droit, un troisième trait droit, mais le quatrième n'est pas un trait droit, sinon on aurait pu appliquer la méthode d'avant. Le quatrième est un trait courbe. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à calculer l'aire qui est là. Ensuite, on appliquera la même méthode aux autres, et ça va fonctionner globalement. Même si celui-là n'a que 2 traits droits et un trait courbe, ça fonctionnera quand même. Donc une fois qu'on sait faire les rectangles, ceux qui ont 3 traits droits, on arrive à faire l'aire totale en additionnant les morceaux. Le travail des intégrales, c'est de trouver une réponse à quelle est l'aire de ce morceau-là. C'est ce que on va voir maintenant. Donc je vais redessiner une zone comme celle-là, avec 3 traits droits et un trait courbe. Je vais choisir un trait courbe un peu plus varié pour avoir une meilleure vision du problème. Voilà les 3 traits droits.
et voilà la courbe. L'idée, c'est qu'on va essayer de remplacer cette zone blanche qui est là par une zone rectangulaire. C'est-à-dire que ici, je me dis que si je trace une horizontale par là et que je considère le rectangle qui est là, tracé avec 4 traits droits, lui, je peux calculer son aire. Je fais sa longueur fois sa largeur, à condition d'avoir les deux valeurs. Et je me dis que l'aire de ce rectangle, c'est à peu près l'aire de la figure blanche. Il en manque un petit peu là, mais là il y en a en trop. Il en manque un petit peu là, mais là il y en a en trop. Et donc finalement, ça peut s'équilibrer. C'est pas terrible, mais l'idée est bonne. On va améliorer cette idée en se disant que, au lieu de construire un seul rectangle et d'essayer de trouver l'endroit pour que ça compense exactement partout, ça va être difficile de trouver cet endroit-là, on va plutôt faire 2 rectangles. Ce sera plus facile parce que chaque morceau sera plus petit et plus facile à gérer. Donc ici, on se dit que, au lieu de voir une seule zone blanche, on va la couper en deux, par exemple au milieu ou pas, hein, comme on veut, et que je vais essayer de remplacer déjà cette zone-là par un rectangle. Par exemple, celui-là. Donc le rectangle qui est là, tracé sur les 4 côtés, je me dis qu'il va faire à peu près la même aire que la blanche. Et ici, même idée, peut-être par là, que la zone délimitée par le rectangle qui est là va à peu près faire la même aire que la zone blanche initiale. C'est ça l'idée des intégrales, sauf que pour être vraiment précis, en fait, à chaque fois que je choisis un grand rectangle là, je suis quand même embêté pour trouver cette hauteur-là. Et la solution va venir du fait de considérer ça comme une fonction, par exemple x au carré, cosinus x, une fonction mathématique avec des x, et puis de prendre des rectangles qui sont infiniment petits en largeur, infiniment petits en largeur. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de couper avec un trait blanc ici, de me dire voilà une zone et voilà une deuxième zone, ou de le couper en 50 en disant voilà 50 zones petites, je vais carrément le couper en une infinité de zones et considérer que chacune des zones est infiniment petite, mais n'est pas zéro. Plus précisément, je vais choisir des rectangles qui sont tellement fins en largeur qu'en fait ils correspondent juste à un trait, et que leur largeur, c'est juste un point. Et des rectangles comme ça, il y en a plein. Il y en a un ici, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Et si je veux que ce rectangle représenté par le trait fasse exactement autant que la zone blanche, j'ai qu'à m'arrêter là. Et si je me dis que ce rectangle-là, je sais le calculer au niveau de l'aire puisque j'ai qu'à faire longueur fois largeur, si j'ai la longueur et si j'ai la largeur, à ce moment-là, je peux faire celui-là, sa largeur fois sa longueur, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis je peux en faire partout. Et ensuite, je vais additionner tous ces rectangles. La difficulté, c'est que des rectangles comme ça, du coup, il y en a une infinité. Donc il faut que je fasse calcul de chaque rectangle qui est là, à l'infini des rectangles qui est là, et pour chacun, je vais faire largeur, un point, multiplié par longueur. Pour arriver à faire ça, je l'ai dit tout à l'heure, ils vont considérer ça comme une fonction, et donc on va se poser dans un repère. Pour faire le repère, on va considérer que ici, la ligne du bas, c'est l'axe des abscisses. Par exemple, supposons qu'on ait un repère comme ça. Du coup, cette fonction-là, puisque maintenant c'est une fonction, supposons que ce soit f de x. C'est peut-être x au carré, c'est peut-être ce que vous voulez. Supposons que ce soit f de x. Je veux faire pour chaque endroit, ici par exemple, si là je suis à 3, je veux faire la largeur qui est là, presque 0, un point, multiplié par la hauteur qui est là. La hauteur qui est là, en fait, c'est la hauteur qui est là. Ici, j'ai 0, et ici, j'ai f de 3. Forcément, puisque ce point, je le choisis pile sur la courbe. Du coup, ce rectangle-là, pour calculer son aire, je fais la largeur, presque 0, multiplié par la hauteur, f de 3. C'est-à-dire que je fais f de 3 multiplié par la largeur d'un point, cette largeur presque 0. Et je vais dire que cette largeur, je la note dx. Un tout petit décalage dans les x, ici. Okay, c'est une notation. Ça veut dire une toute petite largeur dans les x, genre infiniment petit, presque un point. Je l'ai fait pour 3.
Je peux le faire pour 1, pour 2, pour 1,3, pour tous les nombres qui sont situés là, tous. C'est-à-dire que pour chacun, globalement, je vais faire f de, si je suis à x, f de x, dx. Le x qui est là et le x qui est là, en soi, c'est pas tout à fait la même chose, puisque le x qui est là représente vraiment un nombre, alors que le x qui est là représente une idée par dx. Il n'y a pas écrit d fois x. Il devrait y avoir un seul symbole, mais en fait, on préfère remettre le x pour se rappeler que c'est la lettre qui est dans notre fonction. Donc pour la fonction, à chaque rectangle correspond f de x fois dx. Si ici, je suis en x, alors ici, comme hauteur, j'ai f de x, qui est là, multiplié par dx, la petite largeur. Et maintenant, il faut que j'additionne à l'infini tous les rectangles que j'ai trouvés. Si ici, ça commençait à 1 et que, mettons, ça finissait à 8, je dois faire tous les rectangles entre 1 et 8 pour lesquels je vais faire leur largeur infiniment petite multipliée par leur longueur donnée par la fonction. Et j'additionne toutes ces aires-là. Comment écrire ça? C'est là qu'arrive la symbolique de l'intégrale avec ce fameux symbole, un grand S, pour dire qu'on veut faire une somme. Donc voilà comment on va l'écrire. On va dire je veux additionner à l'infini, c'est-à-dire je veux faire une somme à l'infini. On va l'écrire comme ça. C'est une somme, un grand S pour somme. Je vais faire les additions de tous les rectangles de 1 jusqu'à 8. Donc je vais écrire ici que c'est de 1 jusqu'à 8. Et ensuite, je vais additionner quoi? Des aires de rectangle, des longueurs fois largeur, la longueur fois la largeur. La longueur fois la largeur. Remarquez que le fois, on met souvent un point plutôt qu'un fois, histoire de dire que après, c'est forcément dx. Donc voilà ce que veut dire cette écriture. Elle veut dire fais la somme de tous les rectangles infinis de 1 jusqu'à 8. De 1 jusqu'à 8, chaque rectangle dx pour la largeur infiniment petit, f de x pour la hauteur, longueur fois largeur, et j'additionne longueur fois largeur, j'additionne une infinité de fois entre 1 et 8. Pour tous les x qui prennent des valeurs, toutes les valeurs possibles entre 1 et 8. Remarquez que ça n'explique pas comment on va le calculer, mais ça explique pourquoi cette écriture a un sens et comment on la comprend dans les intégrales. Ensuite, c'est le principe de trouver la méthode qui va être plus délicate et plus surprenante. Comme méthode, on pourrait essayer de le faire vraiment, c'est-à-dire de faire des rectangles très peu larges, 0,0001, de les calculer chacun, combien vaut f, et de le faire, et on trouvera quelque chose qui n'est pas très loin de la vérité, mais ce n'est pas tout à fait 1 égal. Et ça demandera énormément de calculs, puisqu'il faudra choisir très peu large pour être très proche de la vérité. On a une méthode mathématique qui va répondre à cette question. Et cette méthode est basée sur une découverte mathématique assez étonnante qui relie les intégrales, les dérivées. Je vais vous expliquer cette méthode, mais pas vous prouver qu'elle est correcte. Je vais juste vous montrer ce qu'elle veut dire et en quoi elle peut nous servir à trouver la réponse au calcul de l'intégrale. Quelqu'un un jour a découvert que si vous prenez l'intégrale, alors j'ai mis entre 1 et 8, mais peu importe, ça peut être entre n'importe quel nombre. Donc on va mettre A et B pour dire que c'est des nombres, peu importe lesquels c'est. Si vous faites l'intégrale de f de x dx, avec ou sans le point, c'est pas très important le point. Si vous faites ça et que vous le voyez comme une fonction, j'explique pas comment on le voit comme une fonction, mais si on le voit comme une fonction, et que vous le faites dériver, vous allez trouver une nouvelle fonction, et cette fonction, c'est exactement celle qui est là. Je répète, la dérivée de l'intégrale donne la fonction. Pourquoi ça c'est vrai, je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo-là. Mais c'est prouvé mathématiquement, disons. Donc il faut accepter ça, même si ça semble obscur. La dérivée de l'intégrale, c'est la fonction. Du coup, si la dérivée de quelque chose, c'est la fonction, c'est que ce quelque chose, c'est la primitive de la fonction. D'où le fait que l'intégrale est égale à la primitive de la fonction, et c'est pour ça qu'on fait un calcul de primitive. Donc cette notation-là nous permet de dire que pour calculer l'intégrale de a à b de f de x dx, on va avoir besoin de faire quelque chose. J'ai montré tout à l'heure la méthode, mais tout ça, c'est lié à la primitive de f, que je vais noter grand F, qui est l'habitude.
C'est pas exactement égal à ça, il y a des petites subtilités parce qu'il faut d'abord considérer ça comme une fonction. Mais globalement, l'idée c'est ça. La dérivée de l'intégrale donnant la fonction, l'intégrale donne la primitive. Et c'est l'idée pour expliquer pourquoi, lorsque on utilise une intégrale, on calcule une primitive. Grâce à cette formule-là qui dit que la dérivée d'une intégrale, c'est une fonction. Voilà le sens des intégrales. Je vais passer à quelques exemples. Donc je répète, l'idée, c'est que l'intégrale veut dire que je vais additionner des rectangles d'un endroit jusqu'à un autre, le long de mes x, et que pour y arriver, je vais avoir besoin de faire une primitive, pardon. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il va falloir faire la primitive, calculer pour le nombre qui est là, calculer pour le nombre qui est là, et enfin faire une soustraction. On va donc maintenant traiter des exemples afin de bien voir comment ça se déroule maintenant qu'on peut donner un sens au calcul qu'on fait. On va reprendre le premier exemple que l'on avait fait lorsqu'on avait traité l'intégrale de 1 à 2 de x au carré dx. Géométriquement, ça veut dire que si je prends un repère, que je trace la fonction x au carré, que je me place à 1, que je me place à 2, que je trace la verticale et l'autre verticale, j'obtiens ici une zone qui correspond à ce dont on a parlé tout à l'heure, avec une fonction qui fait moins de vagues, mais c'est juste la fonction x au carré. Et donc cette aire qui est là, si je veux la mesurer, je vais le faire grâce à la méthode qu'on a vue. N'oubliez pas le sens de ce qui est écrit là. J'additionne des rectangles partout dans cette zone-là. Rectangle en hauteur, il vaut x2, en largeur, il vaut dx, la largeur infiniment petite. Méthode, je vais donc prendre x2, je vais faire sa primitive, on l'a fait tout à l'heure, hein. Je la calcule pour 2, je la calcule pour 1, je fais la soustraction, et on avait dit qu'on avait trouvé 7 tiers. Et donc on peut considérer que cette R, ici, de cette figure, de cette courbe en partie, vaut 7 tiers. 7 tiers d'une unité. L'unité étant donnée, ça dépend des carreaux. Cette unité est donnée par la largeur que vous avez choisie là, celle que vous avez choisie là pour mettre 1 aussi, donc ici ça serait là, et une unité, en fait, c'est la zone qui est là. Si vous avez mis 1 cm et 1 cm, ça fait 1 cm². Si vous avez mis 1 mètre et 1 mètre, ça fait des mètres carrés. Donc voilà le premier exemple, comment on calcule cette intégrale. On va voir que plutôt que de mettre des flèches et des traits partout, il y a une manière de l'écrire qui est un choix, qui n'est pas une nécessité en soi, mais qui est un choix. Donc c'est bien que tout le monde écrive de la même manière. Donc voilà comment ça s'écrit lorsqu'on le fait. On écrit en fait égal, on va mettre des crochets pour mettre la primitive, et on va remettre le 1 et le 2 pour ne pas oublier qu'il faut le faire entre le 1 et le 2. Ensuite, on va calculer pour 2, ça va faire 2 au cube sur 3. On va calculer pour le deuxième et soustraire les deux. On finit son calcul d'une manière classique et donc on trouve la même réponse que tout à l'heure, 7 tiers. Ça, c'est une écriture. C'est une manière de dire je suis en train de calculer l'intégrale, j'ai mis la primitive et je vais la faire entre 1 et 2. Okay, ce n'est qu'une écriture, de même que ça est une écriture. Le sens de ça, on l'a vu, c'est plutôt géométrique. Le sens de ça, c'est pratique. Une manière de dire j'ai fait la primitive. Plutôt que d'avoir des traits qui se baladent partout, ça nous permet de mettre des égales, ce qu'on préfère en maths. Exemple suivant. L'intégrale de 0 à 1 de cosinus x dx. Si on veut une interprétation géométrique du cosinus entre 0 et 1, on obtient, ça c'est la courbe cosinus, donc on obtient 0 et 1, 0 est là, 1 est quelque part par là, et puis on cherche l'aire qui est là, qui est bien donné par 3 traits droits et un trait courbe donné par la fonction cosinus x. Il nous suffit donc de trouver la primitive, de faire deux calculs, de soustraire, et on aura notre réponse. Calcul de la primitive entre crochets, primitive de cosinus x, sinus x, entre 0 et 1. Il n'y a plus qu'à faire le calcul, le premier, moins le deuxième. Comme sinus 0 vaut 0,
on trouve finalement sinus 1. Ce qui veut dire que l'aire que j'avais dessiné tout à l'heure sous la courbe de cosinus, son aire vaut sinus 1. Ça ne nous dit pas combien vaut sinus 1, mais ça nous permet de trouver l'aire. Exemple suivant. On peut essayer par exemple avec sinus. On peut le faire entre 0 et pi. L'intégrale entre 0 et pi de sinus x dx. Interprétation géométrique. Sinus x, c'est une courbe comme ça. 0 est là. Pi est là. On veut l'aire qui est là, sachant que cette fonction, c'est la fonction sinus x. On va faire comme on a fait jusqu'à maintenant. Entre crochets, la primitive de sinus x, moins cosinus x, entre 0 et pi. On remplace, on calcule, ça fait moins cosinus pi, je vais mettre des parenthèses à cause des moins, moins cosinus 0. Ici, il y a toujours un moins. Le moins qui est là vient d'ici. Ce moins-là vient de la méthode de soustraction. Moins cosinus pi, ça fait plus 1, moins cosinus 0, moins 1. Plus 1 moins 1, 2. Donc l'aire de cette partie-là de la courbe de sinus vaut simplement 2. C'est ce que nous apprennent les intégrales. Remarquez qu'il est difficile de trouver l'aire de cette courbe, sous cette courbe, pardon, avec une autre méthode. Ici, ce n'est pas un cercle, hein, c'est une sinusoïde, ce n'est pas la même chose. On peut faire un exemple différent. On peut mettre ici une fonction plus compliquée si on veut, hein, avec des x au carré, des x3 et tout type de fonctions que vous avez déjà vues. Hein. On va faire maintenant un exemple différent qui va nous permettre d'avoir une petite remarque sur l'interprétation géométrique. On veut faire l'intégrale de cosinus x dx entre 0 et pi. On peut remarquer qu'il n'est pas nécessaire de faire le dessin pour trouver le résultat. Faisons directement le calcul. Une primitive de cosinus x, c'est sinus x, entre 0 et pi. Sinus pi moins sinus 0. Sinus pi 0 moins sinus 0, ça fait 0. Étonnant. On a trouvé qu'une aire faisait 0, alors que normalement, il y a une courbe. Il y a de la place. On peut faire la courbe de cosinus x, qui est une courbe comme ça, entre 0 et pi se situe là. Pourquoi est-ce que l'aire vaut 0? Parce qu'en fait, on a demandé au principe des intégrales d'additionner des longueurs fois des largeurs. Or, ici, le cosinus x est une valeur négative. Par exemple, le cosinus après les pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Ici, c'est une valeur négative. Donc la méthode qu'on a fait, qui va nous faire ça fois ça, ce nombre étant négatif, va trouver une aire négative. Donc l'aire qui est là va être considérée comme valant moins quelque chose. Alors que l'aire qui est là est considérée comme valant plus quelque chose. Il se trouve que comme cette zone-là et cette zone-là font des tailles similaires, même si j'ai dû me tromper quelque part, puisque pi n'est pas là, pi est là. Donc la zone qu'on cherche, c'est celle-là. Mon dessin imprécis ne le montre pas, mais cette zone et cette zone, en fait, ont la même aire d'un point de vue positif, au sens géométrique classique du terme. Mais ici, cette aire-là est considérée comme plus, et cette aire-là est considérée comme moins. Donc si on veut l'aire des deux, c'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, si la question est calculer cette intégrale, l'intégrale vaut 0. Mais du coup, l'intégrale ne veut plus tout à fait dire l'aire. Elle voudrait dire l'aire si on s'était arrêté ici, à pi sur 2, et qu'on aurait calculé que de 0 à pi sur 2, là, on aurait trouvé cette aire-là comme étant positive avec un vrai nombre. Ici, si on calcule entre pi sur 2 et pi, on va trouver pareil, un nombre normal pour une aire, mais ce nombre sera négatif. Ensuite, on va pouvoir se dire que si lui, par exemple, je trouve moins 2, eh ben, j'ai qu'à dire qu'il vaut plus 2. Et puis je l'ajoute à lui. Mais il va falloir les calculer séparément. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous montre l'idée. Je résume pourquoi on fait ça.
Ici, l'aire des deux se compense parce qu'elle est comptée en négatif, parce que f de x est négatif. Du coup, si on veut calculer l'aire de cette zone-là, il faut calculer L d'abord, puis L d'abord, L changer son signe, et ensuite les ajouter. On va le faire. Donc on va calculer d'abord la valeur de cosinus x dx entre 0 et pi sur 2. Par la méthode, primitive de cosinus entre 0 et pi sur 2, sinus pi sur 2 moins sinus 0, sinus pi sur 2 c'est 1, sinus 0 c'est 0. On trouve donc 1. Donc cette R fait 1 grâce aux intégrales, mais aussi d'un point de vue géométrique classique, elle fait plus 1, une R étant toujours positif au sens classique de la géométrie. Maintenant, on va calculer cette zone-là, entre pi sur 2 et pi. La primitive est la même, hein, sauf que c'est plus 0 et pi sur 2, mais c'est entre pi sur 2 et pi. Ici, on a donc sinus pi moins sinus pi sur 2. Sinus pi vaut 0, sinus pi sur 2 vaut 1, on trouve moins 1. Donc cette zone-là, d'un point de vue des intégrales, vaut moins 1. D'un point de vue de la géométrie, bah, j'ai qu'à me dire qu'elle vaut plus 1 de toute manière. Donc selon les intégrales, c'est moins 1, mais si je le veux en géométrie classique, je dis que c'est plus 1. Et pour avoir les deux zones qui sont là, maintenant j'ai juste à faire 1 plus 1, le 1 que j'ai trouvé là, et le 1 que j'ai trouvé là, et trouver que la zone totale fait 2. Okay, je répète le principe. Si le calcul est faites l'intégrale de tout ça, ça vaut 0. Si c'est calculer l'aire de tout ça, à ce moment-là, vous êtes obligé de séparer les deux calculs. Il est donc nécessaire de savoir quand est-ce que la fonction est positive et quand est-ce qu'elle est négative, d'où l'intérêt, par exemple, d'avoir des tableaux de signes. Exemple suivant, avec une fonction plus classique, on va sortir des fonctions sinus et cosinus, et faisons-le avec un polynôme. Donc on va faire l'intégrale, cette fois sans cosinus et sans sinus, d'une fonction dont il sera assez facile de trouver les primitives, puisque pour les polynômes, on a des méthodes et des formules qui nous donnent directement les primitives. Donc on va choisir comme exemple f de x égale 3x2 moins 6x. Il y a donc une courbe dans un repère que je ne vais pas faire parce que je ne l'ai pas sous la main. Et je veux trouver l'aire qui est située entre verticale, horizontale, verticale et la courbe, qui est je ne sais pas où, hein, je ne sais pas comment elle est, cette courbe ici. Et je veux trouver cette aire-là entre 3 et 4. Parce que c'est ma question. Si je veux l'aire qui est entre 3 et 4, il faut d'abord que je sache si c'est positif ou négatif, faire des tableaux de signes et faire chaque zone, comme on a fait juste avant, calcul chez les positifs, calcul chez les négatifs, changement de signe. La question qui est là ne va pas être, contrairement à ce que je viens de dire, de calculer l'aire, mais qui va être uniquement de calculer l'intégrale. On va donc vous demander calculer l'intégrale entre, j'ai dit 3 et 4, de f de x dx. C'est-à-dire la somme des rectangles, mais s'ils sont négatifs, ça va compenser. On cherche donc l'intégrale de 3 à 4 de 3x2 moins 6x dx. Remarquez que le 3x2 moins 6x, je suis censé le mettre ici entre parenthèses. Si on ne le met pas, vu que ce sont des intégrales, normalement tout le monde a compris ce que ça voulait dire à cause du point dx, d'où l'importance du point et l'importance du dx. Il me faut donc une primitive de 3x2 moins 6x, x3 moins 3x2, entre 3 et 4. Je fais le calcul. 4 puissance 3 moins 3 fois 4 puissance 2, moins 3 puissance 3 moins 3 fois 3 puissance 2. Ensuite, il suffit de faire les calculs sans se tromper, rien à voir avec un niveau de terminale. On a des calculs de niveau collège, priorité opératoire, puissance, et s'il n'y a pas d'erreur dans ce que j'ai écrit, à la fin on trouve 16. On peut donc affirmer que cette intégrale,
hormis les erreurs de calcul, vaut 16. Par contre, on ne peut pas encore affirmer que l'air sous la courbe vaut 16, parce qu'il faut savoir si elle est du côté des positives ou des négatives, et est-ce qu'il y a eu des compensations ou pas. D'où l'importance du tableau de signes pour répondre vraiment à cette question de savoir l'air qui est sous la courbe. Ici, la question est plus calculer l'intégrale. Si c'est une aire, c'est une autre question. Si ce n'est pas une aire, ça sera une autre méthode. Un autre exemple où la primitive peut être très simple, c'est quand ici, f de x, au lieu d'être un polynôme, est par exemple la fonction exponentielle x. Si je veux exponentielle x entre 0 et 1, comme je sais que exponentielle x est une fonction toujours positive, ça va bien correspondre à l'aire sous la courbe. Repère, fonction exponentielle, 0, 1, puisqu'on me demande entre 0 et 1, je m'intéresse entre 0 et 1. Ici, ça vaut 1. Ici, ça vaut e, exponentielle 1. Et c'est cette aire-là que l'on va calculer ici en faisant l'intégrale de l'exponentielle x. La fonction étant positive, ça ne pose pas de souci de compensation, il n'y a pas de valeur négative. On fait donc intégrale de 0 à 1 de exponentielle x dx, ce qui nous donne donc primitive de exponentielle x elle-même, 0, 1, égale exponentielle 1 moins exponentielle 0, égale e moins 1. Ce n'est pas le résultat en soi qui a une importance, mais la méthode. Si vous ne connaissez pas la fonction exponentielle x, vous ne travaillez pas à cet exemple-là. Donc voilà notre exemple qui nous donne l'aire qui est sous la courbe. C'était le dernier exemple concret pour bien comprendre que la méthode en soi ne pose pas de grandes difficultés. L'interprétation, est-ce que ça fait l'air ou pas, si c'est positif ou négatif, est plus délicate à traiter puisqu'il nous faut avant un tableau de signes et comprendre le tableau de signes et interpréter le tableau de signes. Il existe au niveau des intégrales d'autres choses à connaître, comme des propriétés sur les intégrales, par exemple. Et puis, on peut réfléchir à pourquoi la formule que j'ai donnée tout à l'heure sur l'intégrale, quand je la dérive, ça fait la fonction. Pourquoi est-ce que cette formule est justifiée et d'où elle vient? Ce ne sera pas traité ici, dans cette vidéo-là. Par contre, je vais vous montrer une dernière chose importante en maths, c'est la cohérence de la méthode. Parce que on sait déjà calculer l'aire d'un rectangle, et si on met le rectangle comme une fonction et qu'on demande par l'intégrale, est-ce que ça va nous répondre la bonne chose ou pas? Je m'explique. Dans un repère, si là je mets un rectangle qui va par exemple de 2 jusqu'à 7 et qui est à une hauteur de 3, je sais calculer l'aire de ce rectangle par une méthode habituelle. Entre 2 et 7, il y a 5. Ici sur le côté, il y a 3. Je fais 3 fois 5 et je trouve 15. Ça, c'est la méthode classique. Est-ce que la méthode par les intégrales donne la même réponse? Remarquez que pour le faire, si on vous demande de calculer l'aire d'un rectangle, vous ne mettez pas une fonction et vous ne faites pas une intégrale. Mais il est intéressant de savoir si la méthode qu'on vient de voir ne vient pas en contradiction avec ces résultats-là, ce qui serait fort problématique en maths. On aime que tout soit cohérent et que personne ne dise le contraire d'un autre. Pour traiter ça, on va penser à cette fonction-là. Ce trait-là est une fonction si on considère que c'est une droite d'équation f de x égale 3. Fonction constante, droite. Donc, la question de calculer l'aire de ça, vu que c'est positif, devient calculer l'intégrale de 2 à 7 de la fonction 3 point dx. Il nous reste à trouver une primitive de 3 et de la calculer entre 2 et 7. 3 fois 7, moins 3 fois 2, 3 fois 7, 21, 3 fois 2, 6, 21 moins 6, 15. Donc voilà l'idée de l'intégrale, elle donne bien le même résultat. Ça ne prouve pas que ça marchera tout le temps, mais c'est pour vous convaincre que l'idée est pas mal et qu'elle permet d'aller plus loin que ce qu'on faisait avant dans le calcul des aires. Remarquez que le 21 moins 6 correspond à 21, finalement, toute cette zone-là, moins 6, cette zone-là. On peut y réfléchir, bien sûr, mais en tout cas, ça donne le bon résultat. Voilà, c'était le principe
Des intégrales, on vient de finir sur la cohérence avec certaines choses, le principe étant d'avoir compris primitive, calcul, calcul, donne un résultat. Première chose à comprendre. Deuxième chose importante à comprendre, est-ce que ça fait l'air ou pas sous la courbe avec 3 traits droits? Oui, lorsque la fonction est positive. Non, ça donne l'opposé lorsque la fonction est négative. Et avec ça, on peut imaginer calculer n'importe quel type de surface de courbe, à condition, en gros, de l'avoir partagé en morceaux et de connaître pour chaque morceau comment traduire ce trait-là par une fonction dont on peut trouver la primitive. Donc tout n'est pas simple, mais c'est l'idée mathématique pour répondre à la question calcule l'aire de cette surface. Voilà, c'est la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous aura convenu. Au revoir.